5, 4, 3, 2, 1. Bien, maintenant on commence. Vous avez essayé, hein? Donc là, la première question, l'exercice 1, c'est un exercice de chimie, n'est-ce pas? Un exercice comportant un exercice classique de chimie, hein, où par exemple, on va déterminer, on va passer à deux méthodes pour l'esterification, n'est-ce pas, pour l'exercice 1. Après, on va passer l'esterification directe d'abord, après l'esterification indirecte. Après, on va faire la différence, n'est-ce pas? Donc là, pour la première question, on nous a dit l'hydratation de 2,8 grammes de narcène produit 3,7 grammes d'alcool B, déterminer la formule brute de B. Donc là, comment on va faire pour déterminer la formule brute de B? D'abord, on va écrire l'équation bilan. On est d'accord. Donc l'équation bilan, c'est ça. C'est l'hydratation, ça c'est simple. C'est même dans la plateforme. Donc là, c'est CnH2n plus H2O, c'est l'hydratation. Ça donne CnH2n plus 2O. Voilà. Donc là, j'ai mis N1 et là, j'ai mis N2. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire après? On sait que nombre de moles 1, d'après le bilan molaire, est égal à N2. N'est-ce pas? Ça, on le sait. Donc maintenant, il s'ensuit quoi? Nombre de moles N1 est égal à masse 1 sur la masse molaire. Après, nombre de moles 2, c'est égal à M2 sur la masse molaire aussi de 2. Maintenant, la masse molaire là, on l'écrit en fonction de N. Là, c'est 14N. Là aussi, c'est quoi? C'est 14N plus 18. Ça, la masse molaire de l'alcool, c'est 14N plus 18. On est d'accord. Donc là, vous faites tout. Hein. Après, vous allez trouver N est égal à 4. Et vous allez remplacer ici pour la formule brute de B. Donc là, c'est 4. H2N plus 2, c'est-à-dire 2 fois 4, 8. 8 plus 2, ça fait 10. 10O. J'espère que ça, c'est simple. Vous avez trouvé, vous tous. On est bon. Donc, si vous avez des questions, on continue. Si vous n'avez pas de questions, on continue. C'est bon, hein? C'est bon jusque-là. Bien. Maintenant, la question suivante, c'est quoi? C'est la question 1, 2, 1. D'abord, on nous a dit l'oxydation mélangée de B donne un composé C qui réagit avec la 2,4-DNPH, mais qui ne réagit pas, révisez bien, qui ne réagit pas avec quoi? Avec la liqueur de Fehling. Qu'est-ce qu'on sait de l'oxydation mélangée qui réagit avec 2,4-DNPH et qui ne réagit pas avec la liqueur de Fehling? Ça ne peut être qu'une cétone, n'est-ce pas? Et l'oxydation de quel alcool donne une cétone? C'est l'oxydation secondaire d'un alcool secondaire. L'oxydation d'un alcool secondaire donne une cétone. Donc voilà ce que j'ai écrit. B donne C et C réagit avec la 2,4-DNPH, mais pas avec la liqueur de Fehling. Donc on peut dire quoi? On peut en déduire que B est un alcool secondaire. Écrivez bien alcool secondaire parce que après on vous a demandé la forme semi-développée. Donc maintenant la forme semi-développée, on écrit l'équation. Voilà, la forme semi-développée de l'alcool correspondant, c'est bétanol, mais c'est quel bétanol? Si regardez, si on a un alcool secondaire, et ici on place OH là, voilà, ou bien là, mais ça revient au même, c'est butane de ol. Ok, maintenant la question suivante, c'est quoi? C'est déterminer la masse. Là aussi, suivez attentivement. Déterminer la masse d'alcool que l'on doit oxyder pour préparer 1 kg du composé grand C, en admettant que la solution obtenue là, avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire, voilà, non, c'est là, hein, le rendement, voilà, en admettant que le rendement de la réaction est de 70%. Là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On a le rendement, on a tout. Maintenant, on a, d'après le bilan molaire toujours, on a le nombre de moles de B est égal au nombre de moles de C. Si vous faites l'équation redox, maintenant, ce n'est pas la peine. Donc, toujours, on aura NB est égal à NC, n'est-ce pas? Donc, on sait que le rendement, c'est la masse obtenue sur la masse théorique fois 100. Maintenant, quoi est égal à la masse théorique? Vous faites, vous transposez ça. C'est masse obtenue sur le rendement fois 100. Vous avez tout. Le rendement, c'est 70%. La masse obtenue, c'est 1 kg. Donc, vous faites l'application numérique. J'ai 1428 grammes. On est d'accord. Donc, maintenant, là, c'est la masse théorique. Maintenant, on sait aussi que le nombre de moles de B, c'est le nombre de moles de C. Vous faites, vous remplacez. Donc, c'est masse. On sait que le nombre de moles, c'est masse sur masse molaire. Donc, je retrouve 19,83 moles. N'est-ce pas? Maintenant, là, c'est pour B, hein, c'est pour B. C'est 19,83 moles. Donc là, la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire.
Donc maintenant, le nombre de moles là, on a 19,83. La masse molaire, on calcule. Je trouve 74, n'est-ce pas? Donc je fais l'application numérique. C'est vraiment simple, hein. Il faut lire. Si vous ne lisez pas, donc là, vous allez forcément poser cette question-là. Donc la masse, c'est 1 kg, hein, 1,467 ou bien 1467,2 grammes. Bien, maintenant la question suivante, c'est quoi? On nous a dit on dissout une masse MA est égale à 0,40 g d'un acide carboxylique saturé, grand A, dans un volume V est égal à 50 ml d'eau. On dose après la solution obtenue avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration CB est égal à 0,5 mol par litre. Qu'est-ce qu'on dit après? Il faut verser combien? 17,5 cm3 de solution de soude pour obtenir l'équivalence. L'équivalence, voilà. Maintenant, c'est quoi la question? C'est déterminer la formule semi-développée et le nom de l'acide carboxylique grand A. Donc là, on a dit à l'équivalence. Et qu'est-ce qu'on sait en l'équivalence? En l'équivalence, on sait que le nombre de moles de l'acide est égal au nombre de moles de la base. Et n'écrivez pas aussi nombre à l'équivalence CaVA est égal à CbVb. Ça, vous verrez après dans les leçons suivantes, c'est-à-dire les acides et tout, que lorsque l'acide n'est pas faible, lorsque l'acide est faible ou bien l'acide est fort, on n'aura pas CaVA est égal à CbVb. Ça, c'est uniquement lorsque l'acide est forte et la base de même. Donc n'écoutez pas ce que je dis. Donc, ça, vous allez voir ça après, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Maintenant, comme on a un acide fort et une base forte, donc on met CaVA est égal à CbVb. Donc, on peut faire ça. Maintenant, là, on n'a pas Ca. On n'a pas Ca. Et là aussi, on n'a pas Va. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On nous a donné la masse. Écrivez toujours comme ça. Acide, masse, ce qu'on vous donne. Soit concentration, soit ce qu'on vous donne. Hein. Donc, ça, c'est solution initiale. On a ça. Aussi, NaOH, on a Cb, Vb. On sait aussi quoi? On sait que le nombre de moles, c'est égal à la masse sur la masse molaire. Ceci implique quoi? Ceci implique que CaVA, on sait que le nombre de moles, on sait que concentration de A, c'est le nombre de moles de A sur le volume de la solution, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'ai remplacé. Donc, le nombre de moles est égal à CA fois V, n'est-ce pas? Ça, c'est collège. Donc, là est égal à MA sur grand MA. Et là aussi, à l'équivalence, on sait quoi? Na est égal à NB. Donc, j'égalise tout. Je fais masse, ça est égal à CB, VB. On est d'accord. Donc, finalement, je tire la masse molaire. Et lorsque je tire la masse molaire, donc je renforce facilement l'autre, la formule semi-développée, ou bien la formule brute. Voilà, j'ai 46 grammes par mol. Après, voilà, j'ai mis 14N plus 32. C'est la formule brute, GCN, H2N, O2, c'est la formule brute de l'acide. Et ça, lorsque vous le faites, donc vous retrouvez avec 14N plus 32, est égal à 46. Donc, vous transposez, N est égal à 1. Donc, A est CH2O2. N'est-ce pas? C'est CH2O2. Et la formule semi-développée, c'est simple. Vous faites H, COO, OH. N'est-ce pas? Le nom, c'est quoi? C'est acide méthanoïque, c'est simple. Maintenant, un 4. On nous a dit un composé organique E est obtenu lorsqu'on fait réagir l'acide carboxylique A avec le butanediol. Et là, même la question ne me pose pas la question, il faut anticiper. On a fait réagir quoi? L'acide carboxylique et le butanediol. Et le butanediol, c'est quoi? Et là aussi, regardez, on a dit butanediol. Si vous ne lisez pas intégralement aussi, là, vous ne pouvez pas savoir, par exemple, si vous avez oublié le 2,4-DNH, n'est-ce pas, ces formules-là, lorsque vous lisez tout, là, on a 2,4 de butanediol. Donc là, forcément, c'est un alcool secondaire. Vous avez vu, c'est vraiment simple. Donc là, ça peut être un alcool secondaire. Parfois, ces gens d'exercices-là, on vous donne la solution après. Mais si vous ne lisez pas jusqu'à la fin, donc si vous oubliez parfois certaines choses, donc vous ne pouvez pas vraiment tricher légalement, n'est-ce pas, comme je le dis. Donc, il faut lire intégralement. Donc là, c'est quoi? C'est une réaction d'acidification. C'est seulement ça qu'on vous demande, la réaction d'acidification directe. Voilà. Donc là, écrivez l'équation binaire de la réaction entre A et le butanediol. C'est simple. Donc, vous écrivez l'alcool et l'acide carboxylique. Ça donne de l'SR plus de l'eau. Et ça aussi, regardez l'astuce que je vous donne. Vous écrivez ça d'abord. Sans la H. Éliminez la H. Et regardez, à partir de OH là, n'écrivez pas comme vous voulez, hein, venez rattacher tout ça ici. Non, non. Vous regardez à partir de là où le groupe lié à OH, le groupe qui est lié à OH. Ici, quel groupe est lié à OH? CH. Donc, c'est à partir de CH là que vous venez rattacher ici. Du O. Vous avez vu? Je suis venu mettre CH ici. Vous avez vu, hein? C'est ce que j'ai mis. Après, CH3 là. Après CH2, CH3.
C'est vraiment simple ce que j'ai mis. Mais ne venez pas mettre, par exemple, venir directement éliminer H ça, éliminer la H. Venez rattacher tout ça ici. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Vous allez regarder si OH est là, vous allez commencer à partir de là. Si OH est là, commencez là. Si on a ramifié avec le OH, toujours regarder là où se trouve le OH. C'est ça l'astuce. Maintenant, H là et le OH là forment une molécule d'eau. C'est ça H2O. C'est vraiment simple. Hein? Après, on vous a demandé la formule semi-développée et le nom de E. E est un ester, n'est-ce pas? C'est un ester. Donc, c'est quoi? Vous allez commencer ici. Méthanoate. Ça, c'est quoi? De 1 méthyle. Ça, c'est quoi? Propyle. Et ici, j'ai mis ça en rouge. Mettez toujours E. Ce n'est pas une ramification, ce n'est pas un groupe éthyle, n'est-ce pas? Comme ça. Il faut mettre toujours ici, à la fin, E. Si c'est propyle, mettez E. Butyle, E, etc., etc. Donc là, voilà, comme je vous disais, hein, l'objectif de cet exercice, c'est seulement de différencier l'acidification indirecte et l'acidification directe. Voilà, les avantages, les inconvénients, tout ça. Les inconvénients du moins. Donc là, on a dit, sur le plan industriel, cette réaction présenterait deux inconvénients. Lesquels? Là, vous avez appris en classe que la réaction d'acidification directe est lente, limitée, tout ça, vous avez vu, athermique, tout ça. Donc, vous allez seulement, on a dit dans le plan industriel, donc vous pouvez dire que cette réaction est lente et cette réaction ici est limitée. Voilà, c'est pour cela aussi ici, mettez deux flèches. Si vous ne mettez pas deux flèches, vous allez fausser complètement la réaction. Là, c'est simple. Si vous faisiez une petite chose, donc le prof ne va pas vous tolérer ça. Hein. Ça, si vous mettez ça, donc cela veut dire que la réaction n'est pas limitée, mais par contre, la réaction, elle est totale. Si vous voyez une seule flèche, donc cela veut dire que la réaction là, elle est totale, n'est-ce pas? Totale. C'est ça, en fait, les deux flèches là, c'est ce que ça signifie. Donc, si vous mettez une seule flèche au lieu de deux flèches là, donc vous avez faussé. Même si vous avez trouvé tout ça, donc le prof peut vous réduire des points. Hein. Donc, faites attention. Après un 5, on nous a dit, afin d'éviter ces inconvénients, il est possible de synthétiser le composé E en remplaçant A par un de ses dérivés obtenus en utilisant comme réactif le pentachlorure de phosphore, PCr5, ou le décaoxyde de tétraphosphore, voilà, PKO10. Donc là, on a dit en choisissant l'un de ces réactifs, vous avez bien vu, en choisissant l'un de ces réactifs, soit PCr5 ou bien PKO10, écrivez l'équation bilan de la réaction permettant d'obtenir ces dérivés. Donnez la formule semi-développée et le nom du dérivé obtenu. Voilà, donc là, l'écriture d'abord de l'équation bilan. Moi, j'ai choisi PCl5. J'ai dit, ça c'est l'acide carboxylique plus PCl5. Donc là, j'élimine ça. J'élimine ici un Cl que je mets là. Donc j'ai HCO, Cl, j'ai le chlorure d'acide. Qu'est-ce qui me reste ici? 4 Cl, n'est-ce pas? Donc premier Cl, je mets PCO3 et l'autre, je mets plus HCl. C'est vraiment simple. Par contre, si vous avez choisi l'autre, vous allez seulement mettre ça. Attendez, je vais l'écrire où? Voilà, je vais l'écrire ici. C'est mieux pour que vous puissiez mieux comprendre lorsque vous utilisez l'autre. Là aussi, il faut apprendre les réactions. Hein. Donc là, pour l'autre, vous aurez 2. Là, c'était quoi même voilà, 2H. C'était 2H. CO, OH, plus PKO10, qui me donne combien? Qui me donne quoi? Qui me donne 2. Ça, c'est H. C. L'indice d'acide. Hein? Voilà. Ça aussi, je mets. Voilà. CO. H. Et là, vous allez mettre plus de l'eau. Voilà, c'est ça la réaction en fait. Ça, c'est une déshydratation intramoléculaire. Ça, vous l'avez vu en classe. Déshydratation intramoléculaire. Voilà, c'est ça. On obtient de l'indice d'acide. La réaction d'acidification indirecte ne se limite pas seulement au chlorure d'acide. Hein. On peut aussi avoir l'indice d'acide. Mais le chlorure d'acide est beaucoup plus efficace par rapport à l'indice d'acide, n'est-ce pas? Parfois, à la fin, on peut vous demander de comparer ça, n'est-ce pas? Donc, c'est où même... J'ai beaucoup de documents ici. Voilà, c'est là. Maintenant, vous avez vu, hein, moi, j'ai utilisé le pentachlorure de phosphore hein, pour obtenir ce que je veux. Donc, le nom là, c'est HCOCl. Le nom, c'est la forme semi-développée. Si vous avez utilisé PCl5, donc là, c'est chlorure de méthanoïque. Par contre, si vous avez utilisé l'autre, vous allez dire anhydrite méthanoïque. Voilà, anhydrite méthanoïque. C'est ça le nom. C'est vraiment simple. Hein?
Donc, la question 1,5,3, écrire l'équation bilan de la réaction de synthèse de E. Maintenant, la réaction de la synthèse de E, c'est quoi? C'est l'obtention de l'ester en question. Donc là, c'est la réaction d'esterification, n'est-ce pas, indirecte. Donc, je réagis le chlorure d'acide avec l'alcool, n'est-ce pas, comme je l'avais fait. Mais au lieu de chlorure d'acide, l'autre, j'avais mis l'acide carboxylique. C'est seulement ça la différence. Donc, lorsque je mets ça avec ça, ça me donne quoi? Ça me donne de l'ester plus HCl. Cette réaction est beaucoup plus rapide. Voilà les caractéristiques. Même on nous a demandé. Cette réaction est rapide et quoi? Et totale. Voilà, en fait, les choses, comment dirais-je, les caractéristiques qu'il va falloir donner. Donc, c'était ça, hein. Je vous écoute si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vous écoute. Ben, Lota, moi j'ai mis Lota. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro. C'est bon, hein? Si c'est bon, vous dites OK, donc je continue. Oui. Monsieur, comment tu as fait pour calculer masse molaire de B? Masse molaire de B, c'est l'alcool. Non, masse de l'alcool. 1, Masse de 2, l'alcool. 3. Oui. La question? 1, 2, 3. 1, 2, 1. Ah, OK, Je ça, me cette suis question-là. trompée. Bien. Donc là, on a dit la masse de B. Maintenant, d'après la question 1, 2, 1, on sait que C est quoi? C est une cétone, n'est-ce pas? Tu comprends ça? C est une cétone. Attendez, Oui. Voilà, parce que l'oxydation, on a dit ça réagit avec le 2,4-DNPH, mais ça ne réagit pas avec, l'autre. La liqueur de Féline, Je voilà. pensais que masse OK. de B, c'est masse de B Voilà, de l'alcool. C'est la masse théorique. je viens sur ça. Ici, on a, d'après l'équation bien, les deux nombres de moles sont les mêmes. Tu as compris jusque-là, n'est-ce pas? Oui. Je pensais Bien, maintenant. qu'on doit arrêter là-bas. Masse Non, de non, théorique. ça, c'est la masse théorique. Ce n'est pas la masse de B, hein. Ça, c'est la masse de C, de l'acétone. Attendez, je vais te montrer ça. Tu vas mieux comprendre. On a dit, attends. Voilà, déterminer la masse d'alcool que l'on doit oxyder pour préparer 1 kg du composé C. Ça, c'est la masse théorique que l'on doit oxyder. Que l'on doit oxyder, ça veut dire quoi? Ça, c'est une question de français. Que l'on doit oxyder, c'est-à-dire on n'a pas encore obtenu cette masse-là. C'est la masse théorique, c'est la masse qu'il faut obtenir. C'est ça, en fait, la définition de théorique. On n'a pas, mais on doit l'obtenir. C'est ça, pour préparer 1 kg du composé C. Donc maintenant, à premier lieu, on va calculer la masse théorique pour oxyder cet alcool-là en utilisant les 1 kg. Ça, la masse théorique. Mais la masse théorique n'est pas la masse de B, hein, c'est pas la même chose. C'est la masse théorique de C. Tu comprends? Voilà, maintenant, c'est la masse Oui, je théorique que j'ai comprends. calculée. D'abord, après, je mets l'équation bilan, nombre de moles de B est égal au nombre de moles de C, et je tire directement la masse de B. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, il faut faire l'amalgame, hein. Ce n'est pas, si vous ne lisez pas là, donc vous allez seulement vous arrêter ici. Donc ce n'est pas ça, parce que là, c'est la masse théorique de C qu'on cherche d'abord, parce qu'on ne le sait pas. On a dit que l'on doit oxyder pour préparer. La masse obtenue, c'est les 1 kg. C'est ce qu'on doit préparer, on l'a déjà, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on cherche, c'est la masse que l'on doit oxyder, c'est la masse théorique. Maintenant, lorsque vous savez la masse théorique, donc le reste, ça va être facile, hein? Vous faites l'équation bilan et c'est tout. C'est bon, allez, Rokhaya. Merci. Ok. Rokhaya, Ben, vous n'avez pas de questions. C'est bon. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Je vais demander Oui. si la connexion va rester sur la plateforme, vu que je suis en retard et que je vais Oui, participer au oui, exercice. vous aurez la vidéo même. Je suis en train de l'enregistrer. Après, ça va même disponible sur le groupe Telegram, hein. Vous avez vu? Enregistrement, 19 Oui, minutes. Après, d'accord. vous allez voir ça dans le groupe Telegram, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon, hein? On continue. Allez, donc l'exercice 2, c'est un exercice intéressant sur la saponification. J'avais corrigé ce genre d'exercice sur YouTube, mais ça, c'est la cinétique chimie. C'est quoi une cinétique? Je vous pose une question. La cinétique, c'est quoi d'abord?
Vous apprenez cinétique. Mais c'est quoi la cinétique chimie? Oui? C'est quoi la cinétique? La cinétique, c'est la vitesse. C'est ça la cinétique. Cinétique, c'est égal à vitesse. C'est la vitesse des réactions. Et cette leçon-là peut s'appliquer à toutes les leçons de chimie. Hein. Ce n'est pas une leçon spécifique, c'est-à-dire on l'applique à alcool ou bien ça. Si vous avez une réaction, on peut appliquer la cinétique chimie. C'est-à-dire c'est la vitesse de la réaction. Maintenant, là, on applique la vitesse de la réaction grâce à une équation de saponification, n'est-ce pas? Donc là, on a dit la glycérol a pour formule semi-développée, ça on le sait, il réagit avec l'acide. L'acide, c'est l'arachide. Je vais dire un peu ok. Avec l'arachide, voilà, C19H39CO2H, c'est ça l'arachide, pour donner un triglycéride présent dans l'huile arachide. Écris l'équation bilan de la réaction. Maintenant là, ça aussi, ça fait, vous savez, je pense, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez écrire d'abord l'arachide en question. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez mettre 3, ça. Mais le mieux, je vous montre l'astuce. Vous allez écrire ça. Mais mettre COOH. COOH. Après, à côté, plus glycérol. Glycérol, c'est ça. Écrivez de cette manière-là. Après ça, c'est la cendre. Ce qu'on va faire, c'est que ça va former quoi? Une molécule d'eau. Là, c'est H2O. Là aussi, de même, c'est H2O. Là, c'est H2O. Du coup, finalement, on a 3 H2O. N'est-ce pas? Après, maintenant, c'est ça qui me reste. Les O là. Je prends ça. Et je retasse là, ici. C'est vraiment simple. Vous avez vu. Finalement, on a ça. Plus 3 H2O. C'est ça seulement l'équation. Hein. C'est vraiment simple. Écrivez ça de cette manière, de telle sorte après, vous allez voir. Si on vous dit l'équation d'un acide avec un alcool là, ça, donc là, plus 3H2O, c'est ça. Donc là, je mets, comme je vous l'ai dit, hein, comme c'est une réaction de sulfication, je mets ça. N'oubliez pas, mettez toujours ça. C'est une réaction directe, n'est-ce pas? L'électrification directe. Donc là, l'équation, après cette question-là, c'est quoi? On nous a dit, la triglycéride présent dans l'huile d'arachide peut réagir avec la soude, n'est-ce pas? La soude, c'est NaOH, en présence d'éthanol. Vous avez vu? Écrire l'équation bilan de la réaction, sachant qu'il ne se forme du glycérol et un autre produit dont on écrira la formule semi-développée. Donc là, on va écrire l'équation bilan, c'est quoi? C'est l'équation de saponification, ça vous le savez. Donc là, c'est l'arachide qui réagit avec 3 fois Na plus OH-, n'est-ce pas, ça aussi. Donc, qui donne quoi? Qui donne le 3, n'est-ce pas, là, je mets là aussi, je distribue tout ça ici. Donc, j'ai 3, facteur de C17, H39, CO, O-, et là, vous mettez point et virgule, Na plus ça, le glycérol. C'est ça, en fait, l'équation de la réaction. Donc, après cette question, qu'est-ce qu'on nous a dit après? Sachant qu'il ne se forme du glycérol et un autre produit. L'autre produit là, ce n'est rien d'autre que... Attendez. Voilà, l'autre produit, ce n'est rien d'autre que ça. Ça, du moins. C'est ça. C'est le savon là. Après, on nous a demandé de déterminer le nom même. Donc, le nom de cette réaction, c'est une réaction quoi? C'est une réaction de saponification. N'est-ce pas? Attendez, si j'ai... et un autre dont on écrira la formule semi-développée. Voilà, c'est ça la formule semi-développée. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, la formule semi-développée. Voilà, donc après on nous a demandé de montrer, voilà, maintenant on entre maintenant en cinétique, les questions de cinétique. On a dit, on étudie la cinétique de la réaction, c'est-à-dire la vitesse de la réaction. À une date t est égale à 0, on réalise une solution aqueuse contenant les deux réactifs de même concentration. Si 1 est égal à 0,6, disposant à moins 1 mol par litre. Le mélange est maintenu à une température de 35 degrés Celsius. Des prises d'essai de volume V est égal à 10 ml chacune, n'est-ce pas? Chacune 10 ml sont effectuées à différentes dates T. On a dit après, un indicateur approprié permet de doser les ions hydroxyde OH- restants. Lisez bien ça, restant. Par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration, ça la solution aqueuse, C2 est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. On a dit après soit A, le volume de solution d'acide
utilisé pour réaliser ce dosage, n'est-ce pas? Après, on obtient le tableau. Montrer que la quantité de matière de glycérol formée, là, c'est bien formé. Quand on dit formé, sont les produits qui se forment. Je le dis souvent, sont les produits qui se forment et les réactifs réagissent. Les réactifs sont ceux qui réagissent et les produits se forment. C'est ça. Donc, le glycérol, c'est forcément au niveau du produit. On l'avait vu. Après expression, nombre de moles de glycérol est égal à 1 tiers de C1 fois V moins C2 fois VA. Là, on va déterminer. Suivez attentivement. On sait que le nombre de moles de OH- initial, c'est le nombre de moles OH- réagi plus le nombre de moles OH- restant. Ça, vous l'avez vu depuis la classe de seconde. On est d'accord. Maintenant, d'après le bilan molaire là, qu'est-ce qu'on sait? Regardez. Le glycérol, ça y est là du moins. OH-, ça y est là. Maintenant, en faisant, ici, on a le nombre de moles de OH- sur 3, c'est égal à nombre de moles du glycérol, n'est-ce pas? Donc, nombre de moles du glycérol, c'est nombre de moles OH- sur 3. Voilà ce que j'ai fait. OH- restante, parce que nous, on nous a dit bien restante. C'est pour cela que je l'avais souligné. Vous avez vu, nombre de moles OH- restant. C'est ça que j'ai fait. Donc, c'est 3. Donc, implique quoi? Implique le nombre de moles OH- restant. C'est 3 fois le nombre de moles de glycérol. On est d'accord? Donc, ainsi, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de moles OH- initial. Je remplace là le nombre de moles OH- restant par ça. Vous avez vu? Maintenant, après, c'est fini. Hein? Donc, nombre de moles OH- initial, c'est C1 fois V. Nombre de moles OH- réagi, c'est C2 fois VA. Parce que le réagi, on a dit après, une solution d'acide chlorhydrique, n'est-ce pas? Par une solution d'acide chlorhydrique. Donc, c'est ça qui réagit en fait. De concentration C2, soit VA. VA, c'est le volume de l'acide chlorhydrique, de la solution acide chlorhydrique utilisée. Donc, c'est C2VA. Voilà ce que j'ai fait ici. C2VA, voilà. Plus 3 fois nombre de moles de glycérol. Et c'est le nombre de moles de glycérol là que je dois tirer. Donc là, c'est simple. Si vous tirez ça, donc là, on aura moins. Après, c'est 1 tiers, facteur de C1 fois V, moins C2 VA. Voilà, c'est vraiment simple. Hein? Donc, ça que j'aurai finish. Voilà. Maintenant, après, la question suivante, c'est quoi? C'est de montrer, compléter le tableau et tracer la courbe représentant les variations du nombre de moles de glycérol formés en fonction du temps. Là aussi, vous allez seulement utiliser ça. Utilisez votre calculatrice attentivement et remplir le tableau là. Ça c'est simple, c'est simple. Vous allez faire 1 tiers, vous avez C1, n'est-ce pas? Vous avez V, vous avez C2, vous avez VA. Maintenant, il va falloir calculer. Maintenant, en calculant, on trouve beaucoup de 10 exposants moins 5. Si vous avez ça, mettez ici dans votre tableau là, multipliez par 10 exposants moins 5 pour ne pas encombrer votre tableau avec des 10 puissance, 10 puissance. Moi, c'est ce que j'ai mis. Vous avez vu? Moi, j'ai mis là 10 puissance moins 5. N'est-ce pas? Là, j'ai trouvé 2,36 exposants moins 5. Là, 4,56. Là aussi. Là, j'ai trouvé 1,08 10 exposants moins 4. Maintenant, pour avoir 10 exposants moins 5, je déplace seulement ici une virgule et je mets 10 moins 5. Voilà. Là aussi, j'ai 1 virgule. Après, je passe 4 virgules. Donc, le tour est joué. Hein. Une fois rempli, maintenant, on vous a donné une échelle. Lisez bien. 1 cm correspond à 10 minutes et 1 cm correspond à 10 puissance moins 5 moles. Regardez bien cette échelle-là qu'on vous a donnée et essayez de représenter cette échelle. Si on ne vous avait pas donné une échelle, donc là, vous allez prendre votre propre échelle. Maintenant, là, on nous a donné une échelle. Donc, il va falloir utiliser l'échelle qu'on vous a donnée. Mais moi, pour aller beaucoup plus vite, j'ai utilisé une autre échelle. Hein. Voilà. Mais si vous utilisez une échelle, votre caméra utilise une autre échelle. Donc, vous aurez approximativement presque les mêmes résultats. Pas les mêmes exactement, mais approximativement. Parce que les résultats là seront approximatifs. Le résultat que j'ai trouvé là, vous pouvez trouver par exemple 5, vous pouvez trouver 6, vous pouvez trouver 3, n'est-ce pas? Ça dépend de vous. Mais vous ne devrez pas trouver une valeur vraiment qui dépasse largement cette valeur-là. Par exemple, 15 ou bien 9. Tout ça, ces genres de valeurs-là, 10, 11, etc., vous ne pouvez pas les trouver. Ça doit être comme cette valeur, hein. Ne doit pas être loin de cette valeur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Définir et calculer la vitesse de formation du glycérol. Là aussi, on ne vous a pas dit calculer la vitesse instantanée de formation. Ce n'est pas la peine. Comme on vous a dit, à un temps spécifique. Lorsqu'on vous donne à un temps spécifique, c'est-à-dire à t est égal à 30 minutes, là, il ne faut pas chercher. Il ne faut pas dire c'est quelle formation. C'est que on me demande la vitesse moyenne ou bien la vitesse instantanée. Non. Si on dit une seule date du moins,
Donc là, c'est la vitesse instantanée. Ça ne peut être qu'une vitesse instantanée. Par contre, si on donne deux dates, donc là, c'est la vitesse moyenne. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, on va d'abord définir. Maintenant là, la définition, comme on n'a pas la valeur exacte, donc on va trouver ça graphiquement. Donc c'est la définition graphique. Donc la vitesse de formation correspond maintenant graphiquement au coefficient directeur de la tangente au point d'axis t est égal à 30 minutes. C'est seulement ça que j'ai fait ici. Hein. Donc tangente alpha, la méthode, je vous ai dit, ça aussi c'est disponible dans la plateforme aussi. J'ai fait le résumé. Donc là, t est égal à 30 minutes, vous repérez ça, c'est là, 30. Vous projetez ce point-là, cherchez l'ordonnée. Vous placez la tangente à ce point-là. Vous tracez la tangente. Vous regardez le point et vous formez un triangle rectangle. Maintenant, la vitesse correspond à la tangente. C'est la même chose. Tangente alpha là, c'est égal à BC sur AC. Et AC, c'est le temps qu'on vous a donné. Vraiment, cette méthode est simple. Par contre, il y aura d'autres méthodes, par exemple, où le triangle, le rectangle va se situer, par exemple, là. Donc là, vous serez obligé de mettre delta T. Maintenant, là, delta T n'est rien d'autre que T. C'est vraiment simple. Si T est égal à 30, donc là, vous faites 30, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de chercher. Moi, j'ai converti ça en secondes, n'est-ce pas? Donc là, BC, on fait ça, 9,9, moins 9,8, moins 5,6 sur, et aussi, n'oubliez pas de faire 10 exposant moins 5, parce que le tableau, j'avais mis multiplié par 10 exposant moins 5. Donc là, en calculant, j'ai ça. 2,33, 10 exposant moins 8 mol par litre par seconde. Voilà. Il se peut aussi que vous ne trouvez pas la valeur exacte, ça ne tombe pas ici. Par exemple, approximativement là. Donc, vous allez mesurer ça en centimètres, utiliser l'échelle afin de convertir ça en mol, n'est-ce pas? Ça, j'ai fait aussi des exercices sur ça dans le groupe, n'est-ce pas? Vous pouvez aller regarder ça, Inch'Allah. Bien, maintenant, après cette question-là, c'est quoi la question suivante? C'est de... Voilà, c'était deux facteurs. Ça sont les facteurs. Hein. Vous l'avez vu en classe. Vous allez seulement définir deux facteurs. La concentration est un facteur. Catalyseur est un facteur. L'utilisation de la température aussi, ça augmente la vitesse. Tout ça, vous l'avez vu. Hein. Moi, j'ai dit catalyseur et température. N'est-ce pas? Vous pouvez dire concentration aussi. Ça peut faire varier ça. C'est un facteur. Voilà. Donc, avez-vous des questions? Je vous écoute. Si vous avez des questions, posez-les. Oui, Ben. C'est bon. Yaya. Allez, il faut poser des questions. Hein. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. C'est le moment de réviser. On révise tout. Hein. Donc, depuis ce que vous allez faire, alcool, on a révisé alcool, acide carboxylique. On a révisé... on va réviser aussi cinétique, comment dirais-je? On a révisé cinétique chimie. Après, en physique, on va réviser beaucoup d'autres après ce cours. Voilà, Mia. Oui. Est-ce que je peux montrer mon courbe? Oui, si. Tu peux l'ajouter ici, dans le groupe, comment dirais-je, groupe question de PC, plus précisément à question de chimie, pour que je puisse voir, voilà. Là où tu as mis, merci là. Mais là-bas, ça, je vois ce que tu as obtenu. Non. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Allez, posez vos questions. Si c'est bon, on continue. Hein. On passe en physique. Vous avez tout compris hein, en chimie. Si aussi vous n'avez pas compris des choses qui ne se figurent pas dans ce qu'on fait là, vous pouvez poser. Hein. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on révise. Voilà, donc, on peut continuer. Donc, je pense que vous avez compris. Bien. Monsieur? Oui? Avant de tracer la courbe, souvent on donne des relations. Oui? Dans ces relations-là qu'on va appuyer pour tracer la courbe. Très bien, oui. C'est ça. Mais si on ne donne pas cette relation-là, c'est nous qui devons la chercher, mais ou bien. Ça n'existe plus maintenant. Dans les bacs ou bien dans les devoirs, maintenant, dans les années 90 et tout ça, on ne donnait pas la relation là. On ne donnait pas la relation. Maintenant, c'est à vous de démontrer la relation et de venir remplacer. Maintenant, les bacs,
toujours, quand on vous donne un tableau, forcément, au début, on vous demande de démontrer. Même si vous faites la démonstration, maintenant, forcément, vous pouvez remplir facilement le tableau. Ça, maintenant, c'est toujours, hein, on se donne ça toujours. Je n'ai jamais vu un exercice qu'on vous donne on vous donne un tableau sans pour autant vous demander de montrer une relation. Ça, je ne l'ai jamais vu, moi. À cette époque, je dis, à cette époque. Maintenant, auparavant, on donnait un tableau sans pour autant vous donner la démonstration. C'est à vous de démontrer ça. C'est bon. Mais la démonstration, là, est facile, hein. Vous faites le nombre de mots initial, n'est-ce pas, restant, tout ça. Après, vous démontrez facilement les relations, hein. C'est bon. Oui, je comprends. Ok. Ok. Bien. Maintenant, on continue. Voilà. Donc, vous avez tracé la courbe. Ok. Toi, t'as mis, bien, mais ça aussi, je te l'interdis, hein. Il faut passer ici, au point d'origine. 0. Regarde là. Attends. Non, je ne peux pas modifier ça. Maintenant, là, tu descends jusqu'au point 0. Tu vois? Tu vois là? Voilà. Tu ne vas pas te limiter ici, hein. Tu vas venir, même si le tableau n'a pas le point 0, mais c'est ça l'origine. Tu vas partir ici, de 0. Et continuer. Tu comprends? D'accord. Voilà. Et aussi, ta courbe est un peu, je ne sais pas ce que tu as fait comme étant une tangente, mais la courbe n'est pas bonne, hein. Regarde ce que tu as mis là, ici. Surtout à partir du point A là, du point A jusqu'à l'infini. N'est-ce pas? Là, c'est un peu mal tracé, je ne sais pas. 37. Voilà. Hein? T égale 37. Qu'est-ce que tu as trouvé comme vitesse? Vitesse. Oui. 8 10 puissance moins 7. 8. C'est beaucoup. 10 8. puissance moins 7. Moins 7. Oui. Tu vas refaire ça. C'est 10 moins 7. On devrait normalement avoir les mêmes exposants même. 10 exposants à moins 8, on devrait avoir tout ça. C'est parce que ta courbe est un peu mal faite. C'est ça. Maintenant aussi, je te dis par exemple de sauter beaucoup de valeurs. Comme on t'a dit 10 exposants moins 5, tu dois respecter l'échelle. Toi, tu as mis, c'est pas un centimètre correspond à quoi? À combien? Tu devras mettre un centimètre correspond à 10 puissance moins 5. Après, tu mets 2 10 exposants moins 5, 3 10 exposants moins 5, etc., etc. Mais ne saute pas des valeurs comme tu l'as fait. C'est pour cela que ta courbe n'est pas bien réalisée un peu. Tu vois? Tu dois comparer ma courbe. Normalement, c'est ça l'allure. C'est ça l'allure que vous devrez avoir. Je trace ça dans mon ordinateur. C'est ça l'allure que vous devrez avoir. Voilà. L'allure, les deux allures ne sont pas vous. Toi, ta courbe vient là. Après, ça monte. Je ne sais pas ce que tu as fait. Maintenant, tu dois refaire ça. C'est bon? D'accord. Ok. Tu refais ça, après tu me montres. Je vais voir. Bien, maintenant, on continue, hein. On continue. On fait quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. L'exercice 3. Bien, l'exercice 3 est un exercice un peu, voilà. Donc, on a dit d'un toit d'un immeuble de hauteur H égale à 38 mètres, on lance un projectile avec une vitesse initiale 20 mètres par seconde, dont le vecteur V, 0, fait un angle alpha est égal à 60 degrés avec l'horizontale. C'est ça la figure, c'est ça l'immeuble. Maintenant, ici aussi, il faut faire là, c'est la hauteur. N'est-ce pas? Regardez bien. Je vous ai dit sur YouTube, je pense, qu'il ne faut pas apprendre cette leçon-là par cœur. Parfois, les démonstrations ne seront pas les mêmes. Regardez bien. Ici, on a une hauteur, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir après. La première question, c'est établir l'équation de la trajectoire du projectile. C'est noté sur un point. Donc là, ça aussi, c'est facultatif, hein? Si vous voulez, vous ne le faites pas. Système projectile, référence terrestre, tout ça. Si vous voulez, vous commencez ici. TCI, P est égal à MA. Donc, mais vous pouvez commencer BFA, bilan des forces appliquées. Donc là, c'est bon. P est égal à MA, MG. P est égal à MG, MA. Vous simplifiez les M. On a A est égal à G. On est d'accord. Donc là, mettez aussi les vecteurs. Ne mettez pas A est égal à G. Beaucoup le font. A est égal à G. Non, ça c'est faux. C'est le vecteur. Après, vous allez projeter. Maintenant, à projeter en suivant X, qu'est-ce qu'on a? X, c'est là, n'est-ce pas? Et aussi, il faut regarder, hein. Parfois, les gens vont, par exemple, mettre ici X et là, ils mettent Y. Pour que
pour que vous puissiez tomber dans le panneau. Donc là, vous allez regarder comment on a fait. Là, c'est Y qu'on a mis là, n'est-ce pas? Là, ce n'est pas X. Donc, vous allez regarder. Donc, je vais gommer ça vite fait. Voilà, c'est Y. Donc, c'est bon. Par contre, si c'est X, donc tout va changer. Donc, regardez bien ce qu'on met. Les axes là, regardez bien attentivement avant de continuer. Ne mettez pas toujours H, n'est-ce pas, X après Y et tout ça. Donc là, suivant X, donc je place G. Je place G. Donc, G est là. Attendez, j'écris tout ça. Voilà, rapidement. Voilà, G. Je place là, ici. Vous avez vu, ça descend toujours. Donc, G est là. Maintenant, X est là. Comme c'est perpendiculaire, donc c'est égal à 0. N'est-ce pas? Maintenant, suivant Y. Y est de ce sens. Et G est vers le bas. Donc, c'est moins G. On est d'accord? Moins G. Après, pour la vitesse, on fait la primitive. N'est-ce pas? On a fait primitive, hein? On a fait la primitive. Dans les, dans les cours, on a fait la primitive. Donc, c'est seulement ça qu'on va faire, hein? On a V est égal à combien? V0 cos alpha, suivant X. Mais là, lorsque vous faites la primitive de 0, c'est passé 0. Maintenant, c'est plus constante. La constante dépend de V. Suivant X. Maintenant, suivant X, qu'est-ce qu'on a? On a V qui est là. La vitesse, c'est là. Vous avez vu? La vitesse, c'est là. Donc, maintenant, on a alpha qui est là. Suivant X, on a le triangle qui est rectangle ici. À ce point. N'est-ce pas? Donc, on a V0 cos alpha. Suivant X. X, c'est là. Hein? C'est là. Ça, X. Je mets suivant X, c'est là. Vous avez vu, l'angle alpha est là. Maintenant, suivant X, c'est côté adjacent. Donc, c'est V0 cos alpha. Maintenant, suivant Y, vous transposez. L'angle alpha là, je le trouve ici. Vous avez vu, donc Y, c'est là. Donc, c'est le côté opposé. C'est pour cela qu'on met V0 cos alpha. Et ce n'est pas toujours le cas aussi. Regardez bien ce que vous faites. Regardez les angles. Tout ça aussi, j'ai expliqué ça. Les angles, comment se retrouver les mêmes angles, tout ça. Donc, maintenant, suivant Y, c'est V0 cos alpha. Maintenant, regardez bien. J'ai dit qu'on fait la primitive. La primitive de G, je vous fais ici seulement T. La primitive de 2, c'est 2x. Ça, on l'a fait. N'est-ce pas? Donc là, je mets moins GT plus constante. La constante là dépend de la vitesse. Ou bien vous appliquez seulement vos formules. Hein. V est égal à AT plus V0. Ça, vous l'avez vu. Maintenant, V0, c'est la vitesse suivant X. Ok, donc on a moins GT plus V0. Là, vous faites la même chose. Vous faites que primitive. Hein. Donc là, la primitive, c'est V0 cos alpha T plus constante. La constante dépend de X. On l'a lancé au point 0. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la peine de mettre plus quoi d'autre. Donc, c'est seulement plus 0. Pour Y, vous faites la primitive de ça. La primitive de GT, c'est moins 1 demi de GT carré. La primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha T, plus la constante. La constante dépend de Y. Maintenant, là, on a lancé à une hauteur. Regardez bien. Ici, il y a une hauteur. Vous avez vu? On n'a pas lancé ici. On n'a pas mis ici, par exemple, alpha et là, V0. On n'a pas mis ça. Regardez bien ce que vous faites. On a lancé à une hauteur, donc vous allez mettre plus H. Regardez bien. Ça va changer tout, hein, ça. Plus H. Maintenant, l'équation après de la trajectoire, vous faites 1, vous tirez T d'abord, comme en cinématique, hein. Donc, c'est X sur V0 cos alpha. Ça, c'est la troisième relation. Troisième relation sur la deuxième relation, vous remplacez. Ici, vous remplacez les T, hein, par ce que vous avez ici. N'est-ce pas? Vous développez, après vous simplifiez, n'est-ce pas? Sinus alpha. Là, c'est quoi ça? Je me suis trompé. Là, c'est cos alpha. Voilà. Donc là, c'est cos alpha. Donc, sinus sur cosinus, ça fait tangente. Les V0 se simplifient. Ça me reste X tangente alpha plus la hauteur. Donc, finalement, l'équation s'écrit de cette manière-là. Bien. Maintenant, l'autre, c'est quoi? Déterminer l'altitude maximale atteinte par le projectile. L'altitude maximale, c'est la flèche. C'est la même chose. C'est la distance maximale là, ici. C'est ça, l'altitude maximale. Que peut atteindre ça? On peut mettre grand H parfois ou bien F. C'est la même chose. Maintenant là, au sommet, l'altitude maximale, toujours poser VY est égal à 0. C'est ça la démarche. Vous maîtrisez seulement la démarche. V0 et VY est égal à 0. Maintenant, VY est égal à combien? C'est ça, non? VY, c'est ça. Vous pouvez ça est égal à 0. Vous tirez T. La première étape, ça. Vous tirez T. On a T est égal à V0 sur alpha. Bien. Maintenant, je remplace ça
dans l'équation que j'ai ici. Mais je ne remplace pas, comment dirais-je, ici, hein. Je remplace ici. Y là, je remplace ici Y. N'est-ce pas? Donc, j'ai moins 1 demi de G. Le T là, je remplace. Vous avez vu? Je remplace le T là, ici. Donc, après, j'ai, comment dirais-je, V0 sinus alpha sur G au carré, plus V0 sinus alpha sur G, plus H. Attendez, je charge le stylo là. Bien, là aussi, je serai pas mal d'étapes, mais je pense que vous avez compris, parce que j'ai fait le résumé là. Le résumé, je l'ai fait, donc ce n'est pas la peine de faire toutes les étapes. C'est la flèche, attendez, la flèche c'est ouf, portée maximum. Voilà la flèche, vous avez vu. C'est ça. Maintenant, après, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que remplacer. Hein. Maintenant, voilà. J'ai V0 sur alpha sur G tout au carré. Je développe. Après, j'ai réduit mon dénominateur, n'est-ce pas? J'ai réduit mon dénominateur là. Donc, ici, je n'ai pas de 2. Je multiplie partout par 2. Donc, lorsque je multiplie partout par 2, j'ai la même chose. Hein, j'ai la même chose ici. Donc, ça me donne ça. N'est-ce pas? Maintenant, là, on a, après, vous faites 2 moins ça me donne, j'ai V0 sinus carré alpha sur 2G. Maintenant, là, comme on avait plus H là, l'autre, on met plus H. Voilà, c'est vraiment, c'est tout, hein. C'est ça que vous aurez après. Vous allez simplifier et tout. Bien, maintenant, après, on nous a dit, la distance, c'est où même? Voilà, la distance OP d'impact, c'est-à-dire la distance là. Le point P là, n'est-ce pas? C'est le point d'impact, c'est la portée. C'est ça qu'on appelle la portée. Parfois, on change un peu le sens, mais ça reste la même. Ok, ça reste le même. Hein? Donc là, on a Y0. Sur le sol, on n'a pas de Y. Y est égal à 0. X est égal à OP, c'est la distance. Maintenant, vous remplacez là. Y est égal à 0, vous mettez X, Y est égal à 0. C'est l'équation qu'on a ici. Vous mettez ça est égal à 0. Vous remplacez l'X par P. N'est-ce pas? Ou bien vous mettez OP. C'est la même chose. Bien, maintenant, on a OP. Après, vous calculez ça. Vous vous retrouvez avec un théorème du second degré. Vous faites delta. N'est-ce pas? Delta, c'est B au carré moins 4AC. Vous faites X1, X2. Maintenant, ça, c'est négatif. Donc, c'est impossible. Et vous allez prendre la valeur positive. Parce que X ne peut pas être positif. Parce qu'on l'a lancé ici. Regardez, où est-ce que c'était même. Voilà, ici, c'était là. Regardez, P est là. Donc, on ne peut pas avoir un abscisse, voilà, O. Voilà, P, on peut pas avoir une abscisse qui est négative. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est environ égal à 48, je ne sais plus, ou bien 49,80 et quelques. Voilà. Mais moi, je veux les valeurs exactes, en racine carrée, tout ça. Après, on nous a demandé d'en déduire la durée de chute. Bien. Maintenant, je remplace seulement, je prends X est égal à ça, V0 cos alpha T, je remplace X par XP et T par TP. Voilà, et c'est tout. Hein. Je tire TP. Donc, ça que je fais, voilà, TP c'est ça. Finalement, je me trouve avec 4,98 secondes, ou bien vous mettez 5 secondes seulement. Bien, maintenant l'autre, la vitesse de projectile, c'est vous-même. On nous a dit, on reprend l'expérience avec un angle de tir alpha égal à 45 degrés. Au début, c'était 60 degrés. Maintenant, on reprend tout et on remplace alpha par 45 degrés. Seulement ça. Hein. Après, on nous a demandé quelle doit être la vitesse du projectile pour que l'impact ait lieu exactement en P. Donc, on a terminé la fiche du point P, on a tout. Maintenant, vous allez tirer seulement V0. Après, vous faites l'application numérique. Vraiment, c'est simple. Hein. Vous tirez V0, vous faites l'application numérique. Et vous vous retrouvez avec 32,05 mètres par seconde. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Hein. Un bon exercice qui va vous permettre de vérifier tout ce que vous allez faire. Voilà, vous avez des questions, hein? Si vous avez des questions, je vous écoute. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, docteur. Vous allez bien. Monsieur, vous pouvez revenir sur l'avant-dernière et la dernière question, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. L'avant-dernière, c'est à déduire la durée de la chute du projectile, n'est-ce pas ça? Oui. Bien, maintenant, la durée du projectile, comme on a XP, la durée, c'est le T, hein? On a X de T là. Je remplace X par X de P, T par TP. J'ai X de P, j'ai V0, j'ai cos alpha, donc je transpose. Oui. C'est bon? Oui, maintenant, c'est pour l'autre, pour la dernière, on a dit on reprend l'expérience.
de tir avec un angle de tir alpha est égal à 45 degrés. Au début, quel était l'angle de tir? Au début, quel était l'angle de tir? Alpha 60 degrés. Très bien, alpha est égal à 60 degrés. Maintenant, on reprend et on remplace les 60 degrés là par 45. C'est seulement ça que vous allez faire. Et vous allez tirer la vitesse. Ça, hein? D'accord. On remplace les 60 par 45. Par 45. Seulement ça qu'il faut faire. Après, vous tirez la vitesse. C'est vraiment ça. C'est seulement la question. Ce n'est pas difficile. Vous allez tirer la vitesse, transposer, n'est-ce pas? Et vous faites ça. Vous faites l'application numérique. C'est tout. Vous avez vu? Et Oui. on remplace, c'est tout. Là, ce n'est pas... Attends, voilà, c'est bon. D'accord. Attendez. Alpha... Non, là, c'est un peu... C'est plutôt... Voilà, là, c'est plutôt 45 ans. J'ai fait l'application numérique avec 45, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Voilà. 45. Après, je vais refaire l'application numérique pour voir. Mais c'est ça. Hein. C'est ça la logique. La démarche, c'est ça. Vous remplacez, après, c'est tout. C'est bon. On continue. Hein? Pas de questions. Eh bien, allez, c'est bon. Donc, on fait l'exercice du champ. Champ électrique, du moins. Bien, là, c'est un exercice intéressant. On nous a donné, voilà, la valeur absolue. Là, on vous donne la valeur absolue pour, par exemple, pour que vous ne sachiez pas le signe. Maintenant, après, forcément, la question, c'est de déterminer le signe. Voilà, forcément, c'est quand on vous donne la valeur absolue de U, de la tension, ou bien la valeur absolue de Q, la question, ça va être déterminer le signe. Voilà, et ça aussi, c'est simple. Regardez l'astuce que je vous ai donnée. Là, voilà, on a dit une particule X de masse M et de charge Q, tout ça. Après, préciser, là aussi, c'est évident de le lire. On néglige le poids devant la force électrique. Ça, c'est important. Si vous ne lisez pas, si dans une exercice, on ne vous dit pas ça, forcément, vous allez poser. Ça, je le sais. Par contre, parce que vous allez faire ça, F est égal à MA, n'est-ce pas? Après, implique quoi? Implique que vous allez faire les démarches, la même démarche que vous avez vu en classe. Par contre, si on ne vous dit pas ça, on néglige pas, vous mettez P plus FE est égal à MA. La MP est égal à M fois G, et FE est égal à Q fois U est égal à MA. Après, vous projetez P, vous projetez FE. Là, c'est un peu délicat. Par contre, si on vous dit, on néglige, donc là, ce n'est pas la peine de faire le poids là. Vous faites seulement F est égal à MA. Lisez bien, les amis. Lisez bien. Regardez si on néglige ou bien on ne néglige pas. Si on ne néglige pas, donc mettez le poids là-dedans. Là, on a négligé, donc c'est bon. N'est-ce pas? Donc, faites attention à ce que vous faites. Il y a un baccalauréat, je pense. J'ai oublié quelle année. On n'avait pas dit de négliger. Et là, vraiment, les élèves, beaucoup d'élèves ont faussé ça. La totalité même. Bien, maintenant, préciser le signe de la charge Q de X, puis établir l'expression de la vitesse, n'est-ce pas? Maintenant, là, qu'est-ce que vous voyez là? On a E. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on sait de E? E décroît le potentiel. C'est-à-dire suit le potentiel décroissant. C'est-à-dire de la plaque positive vers la plaque négative. Et là, c'est fini. Donc, on sait que ça, c'est la plaque positive et ça, c'est la plaque négative. Donc, la charge ne peut être... Donc là, c'est la plaque, comme je disais, c'est la plaque positive, PA, et là, c'est la plaque négative, ou bien l'armature négative. Donc maintenant, il y a une autre méthode, je vous disais. L'autre méthode, c'est pour que les ions là soient accélérés. L'accélération de X est due du fait que, n'est-ce pas, la plaque est positive, parce que là, c'est la plaque négative qui l'attire, n'est-ce pas? Donc forcément, là, c'est la plaque négative. Donc, comme ça, ça l'attire. Donc, ça aussi, c'est une plaque positive. Vous voyez? Donc, pour que les électrons là, comment dire, les particules là soient accélérées, donc forcément, ça doit être attiré par la plaque PB. Par la plaque PB. Et la plaque PB est négative, comme je l'ai dit, grâce à E, maintenant, au vecteur champ. Donc là, donc on peut dire que ça, c'est plus positif et ça, c'est la plaque négative ou bien l'armature négative. Et cette question-là est réglée vite fait. Ou bien vous basez de E, n'est-ce pas? On a dit que E, d'après la classe première, E décroît le potentiel, c'est-à-dire la plaque positive vers la plaque négative.
Donc ça, c'est la plaque positive et ça, c'est la plaque négative. Donc la plaque positive, c'est la plaque qui porte le signe de la particule. C'est vraiment ça. Donc là, la vitesse, vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique, hein. C'est tout. Vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique. Vous faites 1 demi de m v final. V final, c'est VO2. Je vous montre ça. Voilà. Voilà ce que j'ai mis hein, là. L'expression, donc la plaque est positive, tout ça. Voilà. L'expression de la vitesse. Vous faites 1 demi de mvo2 au carré moins 1 demi de mvo1 au carré est égal à q fois u. Maintenant, q fois u. Donc là, on a dit que q est égal à 2 fois e. On avait dit, n'est-ce pas? Q est égal à 2 fois, je vous montre ça. On avait dit même la valeur absolue de q est égale à 2 fois e. Vous avez vu? La valeur absolue de q est égale à 2 fois e. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 4e avec le 2 de 1 demi là. Donc ça fait 4e. Voilà ce que j'ai mis. Après, comme on nous a dit en fonction, il faut bien lire. Il ne faut pas se limiter jusqu'à u. Non, non. On nous a dit en fonction de e. Regardez bien. E1 et m et d1. Donc je vais mettre là. E, vous avez vu? Vous avez vu 4e. Je mets là 1. Je mets là 1 pour que ça puisse. Voilà. E1 et après vous faites l'application numérique. Et là aussi, comme je vous l'ai dit, la vitesse que vous allez trouver là ne doit pas être une petite vitesse. Ça doit être une grande vitesse. L'intensité là doit être grande. Ce sont des millions, n'est-ce pas, de mètres par seconde. Voilà. Après cette question, on nous a demandé de représenter. Oui, même. Voilà, A est égal à 0. Après, on nous a demandé, voilà, avec la vitesse V0, entre les armatures P1 et P2, où règne un champ électrique uniforme de vecteur E et émerge au point S. Représentez les plaques P1 et P2 en y précisant le signe de leur charge, puis représente le vecteur champ électrique E. Maintenant là, regardez bien. Ça, c'est la plaque positive. C'est la plaque négative. La plaque négative là vient là. Et ça seulement là, ça c'est négatif. Là, c'est négatif. Positif, c'est positif. Vous allez regarder les deux plaques qui vous avez ça, c'est négatif. C'est la plaque qui est en haut, donc qui va être négative. Et là, c'est positif. Ça, c'est positif. Vous avez vu, c'est seulement ça qu'on va faire. Hein. Après E, on sait tous que ça décroît le potentiel, comme je l'ai dit, de la plaque positive et la plaque négative. Donc ça va être ça. La plaque positive et la plaque négative, ça E. C'est seulement ça. Hein. C'est vraiment simple. C'est ça. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on nous a demandé? D'établir les équations paramétriques du mouvement, c'est-à-dire les équations horaires hein, en fonction du temps. Tout ça. Maintenant, on a A. Donc, vous faites ici d'abord. Voilà, QE. Là aussi, on nous a dit qu'on a négligé le poids. Donc, on a dit QE est égal à MA. Donc, A est égal à QE sur M. Donc, vous projetez hein, A. E, c'est là. Ça dépend de suivant X, c'est 0. Suivant Y, c'est comme on a le même sens. Donc, c'est QE sur M. Vous faites la primitive. Là, c'est V0. Là, c'est QE sur MT. Je suis maté ici. Là, c'est V0T. La constante, ici, comme on l'a là, c'est là. Donc, c'est 0. Là, c'est 1 demi de. Ça au carré. Plus, là, si vous regardez bien, si vous n'avez pas dit, par exemple, là, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui vous font. Si vous n'avez pas dit de montrer là que l'équation s'écrit de cette manière-là, vous n'allez pas mettre plus D. Ça, j'en suis sûr. Vous allez seulement mettre comme à l'amiable, ce que vous avez l'habitude de faire. Grand E, ou bien QE sur MV0 carré, ici au carré. Point. Maintenant, là, il faut voir, hein, c'est rare de voir ces genres de cas-là, où, par exemple, on lance ça à une hauteur. Là, c'est 0. Le point O, c'est là. Regardez là. Donc, forcément, il y a une hauteur. C'est D. Vous avez vu, il faut bien regarder, hein. Il faut avoir l'œil. Dans les exercices là, certes, c'est simple, mais parfois, on met quelques pièges là-dedans pour vous lire. Mais ça, comme on vous a demandé de démontrer, si par exemple, vous avez oublié là, donc forcément, vous allez vous dire, ah, donc on a ici, il y a D. Donc, je vais mettre D. Voilà. Maintenant, la condition d'émergence, c'est quoi? Là aussi, il y a une autre erreur. Parce que ce qu'on avait l'habitude de voir, regardez le résumé, la condition d'émergence. Excusez-moi. La condition d'émergence, c'était où presque qu'on l'avait fait. Déflexion. Voilà, qu'est-ce qu'on avait mis? Y ds, x reste égal à L, ça c'est réglé.
et YS inférieur ou égal à D sur 2. D sur 2. Maintenant, dans ce cas, c'est quoi D? D, c'est la distance entre les deux plaques. C'est ça D. Vous avez vu? La distance entre les deux plaques. Or, ce n'est pas la même chose que notre exercice. Notre exercice, la distance là, c'est ça. Entre ça et ça. Ce n'est pas tout ça. Il y a 2 D. Il y a D là. Il y a un autre D. Donc, la distance entre ces deux là, c'est 2D. Ce n'est pas D. Faites attention. Donc là, c'est inférieur ou égal à D seulement. Au lieu de D sur 2. N'est-ce pas? Seulement D. Parce que seulement, ce que vous allez regarder où? Entre là et là. Seulement ça, votre référence. Si on est là D sur 2, donc là, vous allez regarder ce que vous allez mettre. Donc, si on met D seulement, donc vous allez mettre ici inférieur ou égal à D. N'est-ce pas? C'est vraiment simple. Par contre, ne mettez pas D sur 2 là, parce que ce n'est pas tout ça, la distance entre les deux plaques qui est égale à D. C'est la distance entre la O2 et la plaque P1 qui est égale à D. Donc, regardez bien ce que vous faites. Et l'autre, XDS, donc voilà. XDS, vous pouvez mettre égal à L ou bien supérieur égal à L. Voilà, ici, notre L là, c'est ça. Tout ça, c'est la longueur des plaques. Voilà. J'espère que vous avez bien cerné la chose. Vous avez cerné le piège. C'est ça. Hein? Après la détermination, qu'est-ce qu'on nous a demandé de déterminer encore? C'est voilà les coordonnées du point de sortie S. Le point de sortie, X de S est égal à L. Là, c'est la première chose à retenir. X de S est égal à L. Parce que là, lorsque ça sort, lorsque les particules sortent ici, n'est-ce pas? Donc là, c'est la distance, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on a mis? Grand L. Regardez bien aussi. On pouvait mettre seulement ça ici, L. Donc là, vous allez mettre 2L. Vous allez seulement regarder, hein, ça la logique. Mais ne mettez pas comme vous avez vu en classe. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une leçon à apprendre. Donc, c'est plutôt une leçon à comprendre. Voilà, c'est grand L. Vous écrivez ça. Donc, XL est égal à grand L. AT est égal à TS. On sait que L est égal à V sur TS. Pourquoi ça? C'est ça. Ça est égal à X. Donc là, c'est L. Donc, L est égal à V0 TS. C'est vraiment ça que j'ai mis là. J'ai tiré TS, c'est L sur V0. Et je remplace dans Y. Vous avez vu? J'ai QEL au carré sur 2M V0 au carré. DM V0 au carré. Après, voilà T au carré. T au carré, c'est quoi? Voilà, T au carré, c'est L sur V0 tout au carré. Voilà. C'est que je remplace directement ici. Et ça, T au carré. Voilà. Plus D. D, c'est ce qu'on avait mis là. Voilà, c'est D. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris là. Donc, et le carré. Non, c'est plutôt là. Attendez. C'est YS là que j'ai remplacé là directement. C'est ça l'expression qu'il va falloir prendre. Donc, vous faites QE, X carré ou bien XS au carré. C'est L au carré sur quoi d'autre? Sur V0 au carré. Qu'est-ce que je dis là? Non, attendez. Voilà, je me suis trompé, ça. C'est la valeur. Comme ici, on a utilisé XS là. Voilà, c'est comme on a utilisé ça. Donc, premièrement, on remplace d'abord T par T, on remplace X par L, et on tire TS. Après, on remplace ça ici. Voilà, c'est ça la logique. Donc, c'est pour cela que j'ai mis V0 au carré. Voilà. Je me suis un peu perdu. Donc, c'est ça. Hein? Donc, vous allez remplacer ça et remplacer L sur V0, n'est-ce pas? Vous avez ça. Ça, les coordonnées, plus D. Vous faites l'application numérique. Donc là, on a grand est égal à 2 fois D. Ça, on l'avait donné. C'est 20 cm. Et là, c'est 3 cm. Voilà, excusez-moi. Il ne faut pas prendre ça. N'est-ce pas? On prend ça. On utilise ça pour déterminer les coordonnées du point de sortie. Les coordonnées OM. En remplaçant T par TS et L et X par L. Vous tirez TS d'abord, que vous remplacez. C'est comme si vous déterminez l'équation de la trajectoire. Hein? Seulement ça. Vous remplacez pour déterminer Y. Voilà. C'est vraiment ça que j'ai fait. Bien, maintenant, l'autre. Tangente alpha. Là, il faut suivre. On a dit, quoi d'autre? On montrait que la tangente de l'angle alpha peut s'exprimer de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit que tangente alpha, c'est VYS sur VXS. C'est un résumé. Je vous montre ça. Tout ça, on l'a fait. Vous avez vu? Tangente alpha, c'est VYS sur VXS. Maintenant, ce que je vais mettre, VYS sur VXS. Maintenant, VYS, c'est quoi? C'est 2XDS sur 2 sur M V0. Vous avez vu, c'est seulement ça que j'ai remplacé. Hein? Voilà.
seulement ça que j'ai remplacé là. Donc là, c'est Y, là, c'est X. Maintenant, pour Y, là, E, c'est le Q, c'est 2E. Là, E, là, c'est M. Et le T, là, je remplace. T, je remplace par L sur V0, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit, T est égal à X sur V0, n'est-ce pas? D'après cette relation-là, ou ça, je remplace T, et j'obtiens X sur V0. Je dirais directement, mais j'espère que vous avez compris. Je fais de même pour Vx. Vx est égal à V0. Vous l'avez là, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai redescendu V0 ici, j'obtiens V0 au carré. Donc, on a dit que XS est égal à L. Et L là, je dois mettre même grand L. Grand L là. Parce que grand L. Et grand L aussi est égal à 2 fois D. N'est-ce pas? C'est dans le... je vous montre là. Il faut aller jusqu'au bout de vos calculs. Hein. Vous avez vu? Grand L c'est égal à 2 fois D. C'est là. Grand L est égal à 2 fois D. Donc, je l'écris. Grand L est égal à 2 fois D. N'est-ce pas? Donc, tangent alpha va être égal à combien? Lorsque je remplace ça par 2, j'aurai ici 4. C'est ça. Ce qu'il fallait démontrer. C'est simple. Hein? Exactement. Donc, après, on va demander de déterminer la déflexion. N'est-ce pas? Comme ici, c'est simple. On a eu tangente alpha. Ce n'est pas la peine de mettre comme comment dirais-je? Comme ça. Par exemple, tangente alpha, c'est YS sur L sur 2. Et là aussi, n'est-ce pas, est égal à O prime P. Vous allez regarder la licence là. Après, vous allez égaliser, déterminer Y de S. Tout ça, c'est long. Maintenant, comme au départ, on nous avait demandé tangente alpha. Donc, c'est simple. Tangente alpha là, dans notre figure, c'est égal à combien? C'est égal à ça sur ça. Et ça, c'est D. Regardez aussi bien ça. J'ai fait une vidéo aussi dans la chaîne YouTube pour montrer tout ça. N'est-ce pas? Vous pouvez aller regarder vite fait. Donc là, c'est grand D. Je mets là. Voilà MP sur grand D. Donc MP, je tire MP. C'est D tangente alpha. N'est-ce pas? Or, D est égal à 2 fois petit d. Ça aussi, c'est là. Lorsque vous ne lisez pas, donc ces choses-là, vous n'allez pas les tirer. Hein, ça sera pas évident. Où est-ce qu'on l'avait écrit? Voilà. Voilà, ça est là. On a dit ici D est égal à L. D'abord, grand D est égal à L. Ici, on a dit L est égal à 2D. Mais cela veut dire que donc D est égal à 2D, n'est-ce pas? Seulement ça. Donc, voilà, D est égal à 2D. Je pourrais mettre ici D est égal à L. L est égal à 2D. Et 2 fois 4, ça fait 8. Donc, ça me reste ça. Faites l'application numérique. Vous avez 0,4 mètres. Faites l'application numérique, hein, vérifiez bien les résultats là. Bien, maintenant, c'est fini. Hein? Bien, vous avez des questions? Je vous écoute. Les autres sont partis. Hein? C'est pas grave. Ok, si vous avez des questions, je vous écoute. Yaya et Luta, vous avez des questions? Je vous écoute. C'est bon, on continue. C'est clair. Ok, on continue. Les 5. Ok, les 5. Voilà. Donc là, c'est la gravitation. Hein. Si vous n'avez pas fait une composition, donc la gravitation, il va falloir réviser ça. C'est simple, mais si vous ne révisez pas, donc vous n'allez pas vous en sortir. Donc là, la première question, je vais donner les caractéristiques de la force de gravitation grand F. Maintenant, la force de gravitation grand F, les caractéristiques, c'est quoi? C'est simple. Donc, F est égal à moins K, M Jupiter, M Europe sur R au cube. Nous, là, c'est R au carré. J'ai mal écrit carré là. Voilà, là c'est R au carré. Je l'écris là, vite fait. Vecteur unitaire U. Donc, avec U, le vecteur unitaire, dirigeant de J vers E. N'est-ce pas? GE, dirigé de J vers E. Ça, en fait, les caractéristiques, seulement ça. Norme, vous allez faire ça. Les directions de J vers E, tout ça. Voilà, c'est ça. Après, montrer que le mouvement est uniforme. Pour cela aussi, je vais faire le résumé entier sur la plateforme. Vous pouvez aller regarder. Donc, F est égal à MA, MG est égal à MA, A est égal à G. Or, dans la base de Fresnel, on a A est égal à AT est égal à AN. Donc là, c'est forcément suivant N. Vous avez vu? G là, c'est G suivant N. Je l'écris.
En norme, AT est égal à 0, n'est-ce pas? Il n'y a pas de composante suivant la tangente. Et AN là est égal à G par identification, parce que là, on n'a pas de T. C'est pour cela qu'on a mis AT est égal à 0. Et AN par identification, c'est égal à G. Donc, AT est égal à 0. Cela veut dire quoi? On a l'accélération tangentielle depuis la cinématique, c'est dv sur dt est égal à 0, implique que V est égal à une constante. Donc, si V est égal à une constante, d'après aussi la cinématique, donc le mouvement est uniforme. Voilà, c'est seulement ça qu'il faut faire pour déterminer. Hein. Suivez la logique et c'est simple. Après les autres questions, parfois on peut vous demander de déterminer que le mouvement est circulaire. Là aussi, vous déterminez que de montrer que le rayon est égal à une constante seulement. Après, vous pouvez continuer. Après, on nous a demandé quoi? L'expression de la vitesse. Ou bien ce n'est pas ça. Voilà, exprimer l'expression de la vitesse du satellite de Jupiter en fonction de G. Là aussi, parfois on met ça. Regardez bien, on met G. Mais G, c'est la même chose que K. Regardez bien, c'est la même chose. On demande de montrer ça en fonction de G, MJ et R. C'est ça seulement hein, la question. Donc maintenant, on utilise AN, c'est V au carré sur R. Là aussi, c'est la même chose que GMJ sur R au carré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On va déduire que V là est égal à racine carrée de combien? Racine carrée de GMJ sur R. Voilà. La vitesse, c'est ça est là. On a ce qu'on nous a demandé de montrer en fonction. Après, on nous a demandé d'en déduire la période. Donc, T, on dit que c'est 2 pi sur oméga. Oméga, c'est V sur R. R montre là ici. Donc, V, on met l'opposé. Ça va venir là. C'est RGMJ, n'est-ce pas? Après, ici, on a R. On met racine carrée de R au carré. Et racine carrée de R au carré fois racine carrée de R, ça fait racine carrée de R au cube. Sur ça. Donc, finalement, après, on nous a demandé de démontrer que le rapport T au carré sur le cube est égal à une constante. Donc là, lorsque vous élevez ça au carré, vous avez ici 4pi au carré. Toute la racine carrée va disparaître. Vous transposez R au cube là au niveau du dénominateur. Et vous avez ça. Et ça, c'est bel et bien une constante. Hein, c'est une constante. Donc 4 est une constante. Pi est une constante. G est une constante. C'est 6,61 distance moins 11. La masse du Jupiter aussi est une constante. Donc tout ça donc est une constante. Bien. Après, qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? Le rayon, la période de révolution, là aussi il faut dire, la période de révolution L0 autour de Jupiter et TL0 est égal à 1 jour, 18 heures, 18 minutes. Après, TB est une autre satellite de Jupiter, c'est une autre satellite de Jupiter possédant une orbite de rayon, n'est-ce pas, moitié de l'orbite L0, n'est-ce pas? Donc là, déterminer quoi? La période de révolution TTH de TB autour de Jupiter. Là aussi, il faut bien on a dit des rayons de moitié de l'orbite. Ça, c'est à souligner. Maintenant, on a le rapport T au carré sur le rotibe. Hein. On applique ça. Le T au carré de L0 sur R au cube de L0 est égal à combien? TH TB de R TB au cube. Voilà. Or, qu'est-ce qu'on sait? Vous avez dit que le rayon de TB est égal au moitié du rayon de L0. N'est-ce pas? Donc là, on remplace ça ici. N'est-ce pas? On élève au cube. En élevant au cube, on a 8 au cube là. On a 2 au cube, ça fait 8. Je remonte en haut. Ça marche ça. Je simplifie. J'ai TL0 au carré est égal à 8TH au carré. Maintenant là, je remplace. Je remplace, mais j'élimine les carrés. Donc, en faisant cela, TH, donc c'est racine carrée de ça. Donc, racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2. Donc, TH est égal à ça. Et je remplace. Donc, TL0, on m'avait donné un jour, 18 heures et 18 minutes. Je peux mettre tout ça en minutes. N'est-ce pas? Là, c'est 24 heures. Je fais 24 fois 60. 18 heures, 18 fois 60, plus 18. Je me trouve avec 2538 sur 2 racines de 2. Vous trouvez 897 qui est égal à 14h57 minutes. Et c'est tout. Maintenant, la dernière question, on nous avait dit par analogie avec la définition de satellite géostationnaire. C'est quoi un satellite géostationnaire? Oui, c'est quoi un satellite géostationnaire? Oui, je vous écoute. Mia, c'est quoi un satellite géostationnaire? Mia? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Un satellite géostationnaire est un satellite qui a une période de rotation classique. Très bien. Très bien. Également, c'est un satellite
qui paraît immobile par rapport à la Terre. Excellent. Très bien. Qui paraît immobile par rapport à la Terre. Excellent. C'est ça, en fait, la définition. Maintenant, ici, on a dit par analogie à la définition de satellite géostationnaire. Tu as dit que les périodes devaient être les mêmes. Mais ici, comme on a dit par rapport à la Terre, mais là, c'est Jupiter, n'est-ce pas? Donc là, normalement, on a dit un satellite géostationnaire est un satellite fixe par rapport à Jupiter. Europe, on a dit Europe est-il Jupiter stationnaire, n'est-ce pas? Jupiter stationnaire. Donc là, qu'est-ce qu'on va montrer donc? D'après la définition qu'on t'a donnée hier, les mêmes périodes, hein? On devrait avoir les mêmes périodes, n'est-ce pas? Donc TE doit être égal à TJ, n'est-ce pas? Monsieur, on doit avoir les mêmes périodes et le même Voilà. sens. Et les mêmes centres de rotation, n'est-ce pas? Excellent. Donc seulement ça. Maintenant, on compare d'après ce qu'on a trouvé. On compare. Maintenant, là, on a combien? 14h57 minutes. Et pour, non, pas ça. Théorème de Jupiter. Jupiter, c'est de combien? On avait donné un TJ, c'est 9h55 minutes. Vous avez vu? Et TE, c'est égal à combien? C'est 3 jours, 13h, 14 minutes. Est-ce que les deux sont les mêmes? Ce n'est pas la même chose, non? N'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas géostationnaire. On a même dit, je fais sans calcul à l'aide des données. Sans calcul. Ce n'est pas la peine de faire des calculs. Donc là, vous allez seulement définir. Maintenant, après, j'ai mis un satellite Jupiter stationnaire doit se trouver dans le plan équatorial de Jupiter. Il doit aussi tourner dans le même sens que Jupiter, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc maintenant, de plus, sa période doit être égale à celle de Jupiter. Or, nous, qu'est-ce qu'on sait? Les deux périodes ne sont pas les mêmes. Donc, Europe n'est pas Jupiter stationnaire. Jupiter stationnaire. Voilà. Vous avez compris, hein? Parfois, en gravitation, les dernières questions parfois qui vous posent un peu problème, qu'il va falloir creuser un peu, mais ce n'est pas difficile du tout. Les premières questions, on vous demande les énergies cinétiques, énergie mécanique, potentielle, déterminer le rapport T au carré sur le cube, troisième loi de Kepler, après les énergies, voilà, la vitesse de libération, la vitesse de satellisation, tout ça, vraiment, ce n'est pas diable, c'est vraiment facile. Parfois, les dernières questions, comme cette question-là, ou bien même cette question de la période L0, voilà, la période L0, tout ça, les deux dernières questions-là. Mais les autres, là, vraiment, vous pouvez trouver facilement, hein. C'est vraiment simple, les premières questions. Voilà, donc les démonstrations, il va falloir un peu parfois, comme l'exercice qu'on avait corrigé la dernière fois, l'exercice de gravitation là. Voilà un exercice vraiment intéressant. Où après, on vous a demandé de démontrer que D de V est égal à moins pi sur T derrière. Vous l'avez fait, hein? Donc vous allez refaire ça. C'est vraiment excellent cette démonstration. Je vous ai donné deux méthodes. Maintenant, c'est à vous de choisir. Donc c'était ça, hein? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser avant qu'on se dise bye bye. Avez-vous des questions? Vous avez tout compris? Oui, vous pouvez me poser vos questions, hein, sur ce qu'on vient de faire et même aussi sur ce que vous n'avez pas compris dans ces leçons-là. Je suis là pour vous répondre. C'est bon? Monsieur, Oui. Oui? pouvez-vous revenir sur la dynamique avant lundi? Avant? Quelle question? Avant lundi. Non, sur la notion dynamique. Oui. Quelle partie? Je n'ai pas vu la résumé. Ah, vous n'avez pas vu ça? La résumé. Ok. Ok, je vais envoyer ça. Le résumé, je l'ai fait sur YouTube, hein. Je l'ai fait sur YouTube. Je ne l'avais pas encore mis sur la plateforme. C'est là, si tu tapes, par exemple, Jam Science, là, tu mets, par exemple, playlist et leçon de physique, voilà. C'est là, maîtriser la dynamique du point matériel. Ça, le résumé, c'est 43 minutes. Et vous pouvez voir, voilà ça. Merci.
Voilà, vous pouvez aller regarder le résumé. J'ai tout expliqué là-bas. Après, ça sera bon. Gravitation, c'est sur la plateforme. Je regarde si j'ai toujours mes coordonnées là. Je l'avais mis ici, voilà. Gravitation. Et aussi, vous pouvez télécharger le fichier là. Comment dirais-je? Le fichier. Voilà. Vecteur électrique. Gravitation universelle. Voilà, ça est là. C'est ça la vidéo en fait. Voilà. Donc c'est ça. Vous pouvez regarder. Donc c'est 30, je pense 30 et quelques minutes. Voilà. C'est ça. Si vous n'avez pas de questions, donc on se dit bye bye. Et là, tu as des questions, ou bien c'est clair? Non, c'est clair, monsieur. Ok, J'ai d'ailleurs. compris. Ok, l'autre c'est bon. C'est bon, monsieur. Merci. Ok, d'ailleurs. Donc on se dit vendredi, Inch'Allah. Allez, ciao. Ok.